Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Face à la sécheresse la plus sévère depuis 1961, les agriculteurs catalans se sont mobilisés hier pour réclamer le soutien gouvernemental. Le manque d'eau, qui affecte principalement les régions de Catalogne et d'Andalousie, engendre une incertitude sans précédent pour les exploitants, menaçant l'avenir de leur culture. Le syndicat Unió de Pagesos sollicite des aides urgentes et des mesures adaptées pour préserver le secteur agricole. Hier, les agriculteurs de Catalogne ont organisé une manifestation pour réclamer l'aide du gouvernement, afin de faire face à l'impact de la sécheresse sur leurs terres, un jour après que l'agence météorologique nationale espagnole AEMET a confirmé que le mois d'avril avait été le plus sec et le plus chaud depuis le début des relevés en 1961. Le niveau moyen de l'eau dans les réservoirs de Catalogne et d'Andalousie, les régions les plus touchées, est à environ 25% de leur capacité. Nous sommes ici essentiellement à cause de l'incertitude qui règne dans le secteur en raison du manque d'eau pour l'irrigation et du chaos qui en résulte, car nous ne savons pas si nous pourrons sauver nos cultures ou si les arbres pourront survivre. Le syndicat agricole Unió de Pagesos demande aux autorités de fournir des subventions et des incitations fiscales et professionnelles et de procéder à des améliorations d'urgence du réseau afin de garantir un approvisionnement minimum en eau pour les agriculteurs. Il faudrait qu'ils nous aident maintenant, qu'ils prennent des mesures efficaces pour que l'on sauve ce qu'il nous reste. Nous recevons une aide, mais ils nous paient toujours en retard, mal et avec trop de conditions, et ils nous accablent. C'est un secteur qui perd à chaque génération. L'agriculteur Josep Andreu Cortina a dit s'attendre à ne pouvoir vendre qu'environ 2% de sa production en raison de la pénurie d'eau. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen est arrivée à Kiev à l'occasion de la journée de l'Europe. L'Ukraine a adopté cette date, soulignant ainsi son ambition de rejoindre les institutions occidentales. Nos efforts pour une Europe unie, pour la sécurité et la paix, doivent être aussi forts que le désir de la Russie de détruire notre sécurité, notre liberté, notre Europe. L'Ukraine a résisté à l'attaque et se défend avec succès. Et pourquoi ? Avant tout, parce qu'en tant que société libre, l'Ukraine peut compter sur la bravoure inextinguible de ces millions de femmes et d'hommes. Ces commentaires ont été faits lors d'une conférence de presse commune. Von der Leyen a déclaré que l'Union européenne augmenterait sa production de munitions pour répondre aux besoins de l'Ukraine et des États membres. Le président Zelensky a remercié l'Europe pour son assistance militaire pendant la guerre. Il a indiqué qu'à ce jour, la Russie n'avait pas réussi à s'emparer de la ville de Bakhmout dans l'est du pays. Zelensky a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'Union européenne impose une nouvelle série de sanctions à la Russie et a précisé que les mesures devraient viser le secteur de l'énergie atomique de la Russie. L'Ukraine a apposé sa candidature à l'adhésion à l'UE l'année dernière. Zelensky s'attend à ce que le sommet de l'UE en juin donne une évaluation positive de ce processus. Et de l'autre côté de la frontière, Moscou célèbre l'anniversaire de sa victoire sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l'Occident menait, je cite, « une véritable guerre contre la Russie ». Aujourd'hui, la civilisation se trouve à nouveau à un tournant crucial. Une véritable guerre a été déclenchée contre notre patrie, mais nous avons riposté contre le terrorisme international. Nous allons également protéger les habitants du Donbass et assurer notre sécurité. Poutine a déclaré que le peuple ukrainien était devenu l'otage de ce qu'il a appelé un coup d'État. Il a reproché aux élites occidentales mondialistes d'avoir semé la russophobie et un nationalisme agressif. Poutine n'a pas abordé les défis auxquels Moscou est confronté. Les forces russes se préparent actuellement à une contre-offensive majeure de l'Ukraine. Et en Lettonie, des dizaines de milliers de Russes doivent passer un test de langue lettonne de base afin de prouver leur loyauté envers un pays dans lequel certains d'entre eux vivent depuis des décennies. En cas d'échec, ils risquent l'expulsion.
Parler russe en Lettonie ne posait pas de problème jusqu'à présent. Environ un quart de la population du pays est d'origine russe et il était généralement acceptable que le russe soit la seule langue parlée par une personne. Mais la guerre en Ukraine a complètement changé la donne. Lorsque Moscou a commencé son invasion de l'Ukraine, la Lettonie a coupé les chaînes de télévision russes et a détruit un monument soviétique de la Seconde Guerre mondiale. Elle a également commencé à travailler à l'élimination de l'enseignement en russe. Aujourd'hui, à Riga, la capitale, des dizaines de Russes âgés attendent de passer un test élémentaire de langue lettonne, preuve de leur loyauté envers un pays où ils vivent depuis des décennies. Ils craignent d'être expulsés en cas d'échec. Valentina Sevastianova, 70 ans, suit un cours accéléré de letton d'une durée de 3 mois. Malgré mes inquiétudes, je suis convaincue que la Lettonie est un État démocratique et qu'elle n'aura pas recours à des déportations massives. De plus, je n'ai pas d'autre endroit où aller car je vis ici depuis 40 ans. Bien que je sois née au Bélarus, j'ai obtenu la citoyenneté russe uniquement pour rendre visite à mes parents malades qui avaient besoin de mes soins à ce moment-là. L'année dernière, le fossé s'est creusé entre la majorité lettonne du pays et sa minorité russophone au sujet de leur place dans la société. L'invasion de l'Ukraine par l'ancien dirigeant soviétique, Moscou, a suscité une grande colère. Après la campagne électorale de 2022 dominée par les questions d'identité nationale, le secrétaire d'État Dmitry Trofimov a déclaré que le gouvernement avait demandé à 20 000 personnes de passer des examens de langue. Et cette semaine, le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang est en déplacement en Europe. Mardi 9 mai, il a rencontré à Berlin la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock dans un contexte de renforcement des sanctions à l'encontre des entreprises qui tentent de contourner les restrictions commerciales imposées à la Russie. Pékin a annoncé qu'il répliquerait sans attendre si ses intérêts commerciaux venaient à être menacés. Hier, lors de sa visite à Berlin, le ministre chinois des Affaires étrangères, M. Qin Gang, a déclaré que Pékin maintiendrait des lignes de communication avec toutes les parties dans le cadre du conflit russo-ukrainien, y compris avec l'Allemagne, en vue d'obtenir un cessez-le-feu. Récemment, le président Xi Jinping s'est entretenu au téléphone avec le président Zelensky et a déclaré que le dialogue et les négociations était le seul moyen de sortir de la crise et que toutes les parties devaient s'efforcer de créer les conditions nécessaires à des négociations pacifiques. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et pays responsable, la Chine continuera à œuvrer en faveur de négociations pacifiques. Nous ne jetterons pas d'huile sur le feu. Nous n'utiliserons pas la crise à notre profit. Nous enverrons bientôt notre envoyé spécial pour les affaires européennes en Ukraine et il se rendra également dans d'autres pays européens. Récemment, l'exécutif européen a proposé d'inscrire 8 entreprises chinoises et de Hong Kong sur une liste noire dans l'objectif de limiter l'exportation des biens sensibles en Russie. Monsieur Qin a déclaré que Pékin s'opposait fermement à ce que certains pays utilisent leurs lois pour imposer une juridiction de longue portée et des sanctions unilatérales à certains pays, dont la Chine. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré que les négociations relatives à ce nouveau paquet de sanctions étaient en cours. Pour que les sanctions que nous avons imposées soient efficaces, il est important qu'elles ne soient pas sapées par des détournements. C'est assez grave si les entreprises d'armement russes obtiennent des biens liés à la guerre. C'est pourquoi l'Union européenne examine, dans le cadre des négociations actuelles, des mesures très spécifiques visant à garantir que les biens à double usage sanctionnés ne tombent pas entre de mauvaises mains. Ces mesures ne sont pas dirigées contre un pays en particulier, mais se réfèrent spécifiquement à ces biens sanctionnés. Toutefois, nous attendons de tous les pays, y compris la Chine, qu'ils exercent une influence appropriée sur leurs entreprises. Mercredi dernier, le président ukrainien s'est entretenu par téléphone avec le président Xi Jinping, qui souhaite apparaître comme une figure médiatrice venant en aide à des Occidentaux n'ayant pas su apaiser le conflit ukrainien.
Une médiation chinoise qui laisse cependant dubitatif lorsqu'on sait qu'il y a quelques jours encore, le ministre chinois de la Défense, en visite à Moscou, s'est dit déterminé à renforcer la coopération avec l'armée russe. Une déclaration plutôt inopportune dans la bouche de représentants d'un pays se voulant médiateur externe et neutre d'un conflit. En réalité, l'Union européenne a identifié la Chine, la Turquie, les Émirats arabes unis ainsi que des pays d'Asie centrale et du Caucase comme potentiellement coupables de contournement des restrictions commerciales existantes. L'Allemagne se méfie fortement de la Chine et une réévaluation de ses relations bilatérales avec l'Empire du Milieu se profile. En réponse aux sanctions imposées, Pékin a annoncé qu'il se réservait désormais le droit de réagir fermement si l'Union européenne en venait à empiéter sur ses intérêts commerciaux. Nous ne fournissons pas d'armes aux pays ou régions en crise. Il s'agit d'une loi chinoise. Et lorsque nous exportons des produits à double usage à l'étranger, nous avons également des lois et des règlements correspondants, et nous traitons ces cas conformément à notre législation. Les échanges et la coopération entre les entreprises chinoises et russes sont normaux et ne doivent pas être perturbés. Nous sommes tout à fait opposés à ce que certains pays imposent des sanctions unilatérales à la Chine ou à d'autres pays en vertu de leur propre législation nationale. Si tel était le cas, nous réagirions également de manière stricte et ferme. Nous défendrons également les intérêts légaux et légitimes de notre pays et de nos entreprises. Hier, Pékin a expulsé un diplomate canadien à Shanghai dans le cadre d'une riposte. Cette décision intervient alors qu'Ottawa a demandé à un diplomate chinois basé à Toronto de quitter le pays à la suite de menaces proférées à l'encontre d'un législateur canadien. Ces mesures aggravent des relations bilatérales déjà tendues. La Chine et le Canada ont expulsé des diplomates l'un de l'autre cette semaine, aggravant ainsi des relations bilatérales déjà tendues. Hier, le ministre chinois des Affaires étrangères a inscrit Jennifer Lin Lalonde du consulat canadien de Shanghai sur la liste des persona non grata et lui a demandé de quitter la Chine avant samedi. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré lors d'une conférence de presse que cette mesure était justifiée et nécessaire et qu'elle constituait une contre-mesure aux actions déraisonnables du Canada. Cette mesure fait suite à l'expulsion par le Canada lundi du diplomate chinois Zhao Wei. Le Canada a accusé Zhao, qui était basé à Toronto, d'ingérence étrangère. Il a été accusé d'avoir pris pour cible le député canadien Michael Chong, un législateur conservateur qui critique le traitement réservé par la Chine à sa minorité musulmane ouïghour. Les agences d'espionnage canadiennes ont rédigé un rapport en 2021 mettant en garde contre les menaces potentielles pesant sur Chong et sa famille basée à Hong Kong. Lundi, Chong a salué l'expulsion de Zhao, tout en estimant qu'elle intervenait tardivement. Il n'aurait pas dû falloir 2 ans au gouvernement pour prendre cette décision lorsqu'il a appris que des membres de la Chambre des communes et leurs familles étaient la cible de la RPC et de personnes au Canada accréditées par le gouvernement du Canada en tant que diplomates au Canada. Le consulat général de Chine à Toronto a déclaré que le rapport sur Chong n'avait aucune base factuelle et était purement infondé. Ces dernières expulsions, qui s'inscrivent dans le cadre d'un coup pour coup, exacerbent des tensions diplomatiques déjà vives. Le Canada et la Chine s'affrontent depuis la détention de la dirigeante de Huawei, Meng Wanzhou, en 2018, et l'arrestation subséquente par Pékin de 2 Canadiens pour espionnage. Depuis lors, les médias canadiens, citant des sources de renseignements anonymes, ont fait état de stratagèmes présumés gérés par le gouvernement chinois pour interférer dans les 2 dernières élections au Canada, ce qui a incité le Premier ministre canadien Justin Trudeau à nommer un enquêteur spécial indépendant pour enquêter sur ces allégations. Et nous passons maintenant à la science et à la technologie. Des scientifiques chinois affirme avoir relié un singe à une machine qu'il peut contrôler par la seule force de ses pensées. Une avancée technologique ou une violation de l'éthique? Des scientifiques chinois de l'université de Nankai ont fait part de leur découverte jeudi.
Ils ont déclaré avoir mené à bien la première expérience d'interface cerveau-machine au monde, ou ICM, sur des primates non humains. Cette technologie largement expérimentale permet à un être vivant, en l'occurrence un singe, de contrôler des machines ou d'autres technologies par la seule force de sa pensée. D'après leurs conclusions, les scientifiques ont réussi à capter des ondes cérébrales qui ont permis de contrôler un bras mécanique. Le responsable de l'équipe de recherche a déclaré qu'il s'agissait d'une réalisation importante pour la science du cerveau. Il a ajouté que cela signifiait que la technologie chinoise d'ICM se classait parmi les meilleures au monde. Certains estiment que cette technologie pourrait présenter des avantages majeurs pour l'homme à l'avenir, notamment en aidant les personnes handicapées, gravement blessées ou paralysées à reprendre le contrôle de leurs membres. Elle pourrait également permettre aux soldats de manipuler des armes ou des drones en gardant les mains libres. D'un autre côté, le fait de combler le fossé entre l'esprit et la machine soulève certaines inquiétudes. Par exemple, le risque de cyberattaque ou des pirates informatiques pourraient intercepter et voler des données sur les signaux cérébraux. Ou encore le risque que des adversaires étrangers obtiennent un avantage militaire ou en matière de renseignement. Le ministère du Commerce examine actuellement si l'exportation d'ICM pourrait poser des problèmes de sécurité nationale. Et le premier concours mondial de beauté chinoise NTD ne se contente pas de célébrer la beauté naturelle. Il a également pour mission de transmettre aux femmes les valeurs traditionnelles chinoises. Arlene Richards de NTD s'est entretenue avec les conseillers honoraires du concours afin de connaître leur avis sur la mission du concours. Les concours de beauté aident les femmes à mettre en valeur leur beauté intérieure et extérieure. Le premier concours mondial de beauté chinoise NTD ne fait pas exception à la règle. Sa mission est de transmettre aux jeunes femmes chinoises leur héritage et de leur inculquer les valeurs traditionnelles de l'ancienne culture chinoise. Alexander Janik, conseiller et styliste dans l'industrie de la haute couture, et Jackie Phillips, maquilleuse, personnalité de la télévision et auteur, ont fait part de leurs réflexions sur la mission du concours. J'ai l'impression que les valeurs sont comme la voûte principale de tout cela, c'est-à-dire la chose la plus importante. J'aime le fait qu'il s'agisse de traditions. Vous savez, nous perdons les traditions dans ce monde, et elles sont si importantes. Avoir de la sagesse, c'est-à-dire la sagesse intérieure, vous savez, et faire confiance en cela, et la gentillesse. Je veux dire que toutes ces choses sont ce qui distingue ce concours. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de semblable dans le monde. Le concours mettra les participantes au défi d'utiliser leur beauté dans un but plus noble, en prônant les 5 vertus intérieures que sont la moralité, la droiture, la bienséance, la bienveillance et la fidélité. Selon Phillips, la beauté vient du cœur. Je pense qu'utiliser vos mots avec gentillesse et positivité peut faire de vous la plus belle personne du monde. Les participantes seront évaluées sur la base de leurs réponses aux questions des juges de leur présentation en robe de soirée et en costume national et de leur talent créatif. Il s'agit d'une nouvelle génération. Je veux vraiment la voir non seulement à l'extérieur, mais j'aime voir plus de perspicacité, vraiment en profondeur. Et je pense que nous pouvons regarder non seulement la beauté, mais aussi l'intelligence, la sagesse, la connaissance, et je veux les voir grandir pour montrer à la nouvelle génération que ce n'est pas seulement la beauté, mais il y a tant de choses à offrir. La gagnante du Grand Prix sera couronnée Miss NTD et recevra un prix en espèces de 10 000 $, un diadème incrusté de saphirs et de diamants, ainsi qu'une sélection de bijoux fins et de robes de créateurs. Arlene Richards, NTD Actualité. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver tous les programmes de NTD sur Genjing World, la plateforme 100% propre pour apprendre, partager, s'amuser ou être inspiré. Pour cela, il vous suffit de taper www.genjing.com/fr-fr ou de cliquer sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Quant à nous, on se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.